Est-ce que si cette pilule existait, on ne serait pas tous tentés d'en utiliser? À nous deux, on la prendrait, on en a déjà parlé 1000 fois. On en a parlé, ouais. Nous on la prend, ouais. Ouais, c'est terrible, hein. Laurent Godet, bonjour. Bonjour. Fabrice Murgia, bonjour. Bonjour. Vous êtes amis d'abord, hein, avant toute chose. Vous vous connaissez depuis très longtemps. Comme tu es plus jeune que Laurent, je suppose que tu l'as lu avant, tu l'as oui, connu tout avant, à fait. Tu l'as connu. J'ai même essayé de C'est la première fois que je le dis publiquement. J'ai même essayé d'acquérir à un moment les droits pour adapter son roman, mais je ne le connaissais pas encore, donc je n'ai pas réussi. Lequel? Eldorado. Eldorado. Alors, Laurent Godet, évidemment, quand on est prix Goncourt, ça change la vie à un moment donné. Peut-être pas la façon d'écrire, heureusement, mais la vie un petit peu. C'est quoi pratiquement ce qui a changé depuis 2004? Ce qui change, c'est que c'est une plein de choses. C'est une forme de reconnaissance quand même qui vous donne une certaine assurance. Enfin, assurance, c'est pas vraiment le mot, mais en tout cas une confirmation de votre désir, de la possibilité de faire ça, de le faire de manière pérenne, dans la durée. Et puis, ouais, c'est un gros coup de projecteur sur votre personne, sur votre travail. Donc, moi, ce qui m'a le plus impressionné, en fait, c'est de voir à quel point c'est à la fois durable dans le temps. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, quand on me présente, c'est Laurent Godet, Goncourt 2004. Voilà, c'est comme ça, je serai jusqu'à la fin de mes jours. Un peu comme un président de la République. Le Goncourt 2004, voilà, ouais, c'est comme ça, ça fait partie de mon... un jour. Voilà, mais c'est très bien, enfin, je ne vais pas m'en plaindre, hein, ouais. mais c'est marrant quand même à quel point ça s'est inscrit définitivement. Vous ne le regrettez pas? Non, pas du tout. Non. Et puis pour ceux qui ont suivi, c'est pareil, hein, c'est pas que moi. Et puis aussi de voir à quel point c'est un prix, ça je ne l'avais pas du tout, j'avais sous-estimé le fait que le prix Goncourt est très connu quasiment partout dans le monde. C'est-à-dire que moi je connais maintenant, oui, mais je ne connaissais pas le nom des prix littéraires, je sais pas moi, des autres pays européens. Le Goncourt, partout où vous allez, ça dit quelque chose aux gens quand même. Donc ça, c'est vrai que c'est assez vertigineux, oui. D'accord, mais on ne va pas parler aujourd'hui, évidemment, du prix Goncourt. Non, parce que c'est une vieille histoire quand même maintenant pour moi. Ouais, oui. Moi, je l'ai relu il n'y a pas longtemps, donc je m'en souviens maintenant très bien. Mais c'est vrai que quand on a écrit un bouquin il y a plus de 15 ans, on a quelque part peut-être un souvenir un petit peu fané ou en tout cas imprécis de ce qu'on a écrit. Est-ce qu'on a encore des souvenirs très précis d'un livre qu'on a écrit il y a 15 ans? Et puis on va parler évidemment de la dernière nuit du monde, la raison pour laquelle on est ici. C'est très étrange et c'est très compliqué la mémoire qu'on a de ses propres textes, pas forcément le Goncourt. Parce qu'il y a des personnages ou il y a des scènes dont je me souviens très bien, même si elles ont été écrites il y a 20 ans. Et il y a des tas de choses qui sont complètement oubliées. Il y a des noms de personnages dont je ne me souviens plus. Si vous m'interrogez sur un roman un peu lointain, vous pouvez même avoir le sentiment que c'est pas moi qui l'ai écrit maintenant, parce que c'est très flottant. Effectivement, j'ai aussi besoin de mémoire physique, par exemple, de l'écriture. On se souvient de comment on l'a écrit carrément, de la façon dont on a couché certains textes. Est-ce qu'il y a une mémoire physique de certains moments et puis des choses qui ont complètement disparu? Oui, il y a une mémoire des difficultés qui restent, et puis souvent des conditions d'écriture, de l'endroit ou du moment de la vie dans lequel on était. Oui. Ouais. Bon, parlons alors de la dernière nuit du monde, qui est votre dernier ouvrage. C'est une pièce de théâtre à la base. Est-ce qu'elle a été écrite tout de suite en sachant que c'était une pièce de théâtre? C'était tout de suite une pièce de théâtre et c'était tout de suite une écriture pour Fabrice Murgia, un projet commun, une commande d'écriture de sa part. Donc c'est vraiment un travail à la fin sur le livre. C'est une pièce de théâtre de Laurent Godet, mais le spectacle, le projet théâtral est un projet à deux, y compris dans la manière dont on a réfléchi à cette histoire, imaginer ce monde. Alors je vais la pitcher très vite, parce que c'est pas une histoire simple d'abord. Imaginons un monde qui va abolir la nuit, donc on a décidé, enfin des gouvernements ont décidé d'abolir la nuit n'existera plus, elle existera d'une autre façon, elle sera fragmentée, on va pouvoir dormir une petite heure par jour et avoir la sensation d'être parfaitement à l'aise physiquement. Donc ça permet évidemment de faire des tas de choses en théorie. Grâce à une pilule, petite pilule qu'on prend
temps, on se met vite au lit pour pas tomber dans les pommes parce qu'on ne sait jamais si elle agit trop vite. Donc on dort une petite heure et puis on se porte bien. Donc merveilleux, puisqu'on a toute la vie devant soi, on peut faire tout ce qu'on ne fait pas d'habitude. À se demander d'ailleurs toutes ces choses qu'on devrait faire et qu'on ne fait pas. Alors le personnage, le héros principal s'appelle Gabor. Il a lutté avec une femme politique pour arriver à cela. Il aime une personne qui s'appelle Lou, une femme qui s'appelle Lou, qui elle n'est pas très chaude du tout pour ce nouveau monde. Elle le lui fait savoir, il n'entend pas, il l'écoute sans l'écouter, voilà, projeté dans ce monde frénétique de demain. Et la nuit où le monde change, c'est un 25 juillet, j'ai pas vu l'année, hein, mais j'ai vu la date, l'année n'est pas inscrite, elle disparaît. Elle disparaît, on l'appelle de l'hôpital, Gabor sait que Lou va mourir. Voilà, elle disparaît, on ne sait pas s'il est mort d'ailleurs, lui ne le sait pas non plus. Et l'histoire parcourt les temps, parcourt les années, parcourt le réel, l'irréel, on ne sait pas très bien d'ailleurs où on est. Alors je me demande, Fabrice Murgia, vous qui êtes metteur en scène de cette pièce, comment est-ce qu'on situe une pièce comme ça pour les spectateurs qui, eux, vont peut-être se demander où je suis, qu'est-ce qui se passe, est-ce que j'ai bien tout pigé? Oui, en fait, la complexité, effectivement, de la pièce, c'est le grand nombre de personnages, déjà. Or, on est 2 au plateau, donc on a vraiment utilisé la vidéo. Alors, non pas pour mettre des acteurs en images parce qu'on n'en avait pas assez ou on n'avait pas les moyens d'en engager assez sur scène ce soir-là, mais vraiment plutôt pour les contextualiser dans quelque chose. Et la difficulté aussi, c'est que c'est un événement mondial, cette pilule. Or, on est sur le plateau du Théâtre National, c'est sympa, mais donc il a fallu travailler aussi avec des acteurs qui parlent des langues différentes, etc. Et il s'agit vraiment de contextualiser, de donner un cadre et de donner un enjeu de pression très, très, très internationale. Et puis même, on parle quand même d'abolir la nuit, donc ça va même au-delà, quoi. Et pour pouvoir mettre en contraste, ou en tout cas tendre un arc entre cette grande dimension, amenée par l'image et évidemment le monde médiatique, on se sert beaucoup de ça, d'un monde de lumière qui viendrait agresser le calme, le silence de la nuit, pour tendre un arc entre ça et l'histoire d'amour très intime entre Gabor et Lou, quoi. Oui, parce qu'on est aussi vraiment entre l'histoire d'amour, qui est très intime, c'est vraiment les monologues de l'un vers l'autre. On ne sait pas d'ailleurs dans quelle période d'ailleurs se situent toujours ces monologues. Le monde qui autour se soucie très peu des histoires d'amour des gens, généralement. Je veux dire, les uns et les autres sont séparés. Est-ce que le but n'était pas aussi de créer peut-être une sensation d'inconfort pour que la nuit fragmentée qu'on lit dans le livre soit aussi une nuit fragmentée pour ceux qui la regardent, se dire au fond cet inconfort, ce malaise visuel, cette espèce de confusion, c'est peut-être ça, le monde de demain, si la nuit se fragmente. Est-ce que c'est... Oui, c'est spasmatique. Hein. Dans la mise en scène, il y a l'envie de venir avec des interjections qui sont lumineuses, mais néanmoins, on est accompagné d'un récit, mais qui est presque de l'ordre du conte, finalement. Un récit de A à Z qui parcourt effectivement plusieurs époques, qui inclut des flashbacks. Je pense que tout ça est quand même plus ou moins compréhensible dans le spectacle. J'aime bien le plus ou moins, donc tu as il y a une volonté de laisser du trouble. Est-ce que la volonté était d'être clair comme un thriller? Pas du tout. La volonté est peut-être d'installer cette émotion dans le temps et dans l'incertitude, parce qu'au fond, moi, fondamentalement, il y a des choses qui sont encore assez obscures. Mais non seulement, c'était pas une crainte, mais c'est... Enfin, moi, je trouve que c'est assez logique vis-à-vis du sujet, c'est-à-dire que le personnage de Lou dont vous parlez est un personnage qui est très attaché à la nuit et qui l'incarne d'une certaine manière, qui la représente, qui la défend. Quand on parle de nuit, on ne peut pas ne pas parler de rêve, et donc on avait aussi envie que dans notre histoire, justement, il y a une friction entre la logique rationnelle du réel, qu'on éprouve tous quand on fait des choses, et puis on sait très bien que la logique organique du rêve, elle est très différente. Dans un rêve, des choses sont possibles, la présence, les relations de cause à effet sont beaucoup plus mystérieux, fluctuants que dans le réel. Donc, moi, ça ne me pose aucun problème que le spectateur, à un certain moment du parcours qu'il fait, se dise « mais alors là, elle est là ou elle n'est pas là? Elle est morte ou elle est vivante ?» Enfin, c'est pas pour ne répondre à aucune des questions. Je pense aussi qu'on peut lire un parcours finalement assez clairement, mais qu'il y ait des moments comme ça de vacillement vis-à-vis vis-à-vis de notre manière, de notre logique en fait. Parce qu'effectivement, Lou incarne ce monde-là dans lequel... oui, il y a des glissements et je pense aussi que c'est une question, comment dire,
qui se pose de plus en plus dans notre monde réel. Je parle à ceux qui sont de ma génération et des générations supérieures à la mienne. Moi, je suis très frappé par l'éclatement de la question de la présence. Jusqu'à présent, on était présent ou on n'était pas présent. Au jour d'aujourd'hui, vous parlez avec, je vais faire mon vieux, vous parlez avec un jeune homme de 15 ans, il est là devant vous, il est présent, et en même temps, comme il est en train d'être en conversation avec 3 copains à l'autre bout de la planète, si jamais il a la chance d'avoir des copains à l'autre bout de la planète, oui, il est présent, mais une partie de lui est en train de parler avec un autre monde, un ailleurs, un très lointain. Et la manière dont il vous répond intègre et ce qu'il est en train aussi de dire à d'autres. C'est-à-dire qu'en fait, il est présent, mais on est en train quand même d'être présent. Et il est un peu absent aussi parce qu'il est avec les autres. Et on ne sait pas à combien de personnes on parle en fait. Parce que si encore c'est que des messages, mais si c'est des messages vocaux, alors peut-être la personne à qui il vient d'envoyer le message a entendu un bout de la phrase que vous avez prononcée. Enfin, je veux dire, ça c'est déjà maintenant, c'est comme ça. Donc la question logique et rationnelle de la présence, elle a un peu explosé. Je pense que ça va aller de pire en pire. Alors le pire en pire veut dire que vous avez un a priori contre ce qui va arriver. Parce qu'évidemment, là on est dans le monde de l'intelligence artificielle. Est-ce que, à la limite, les êtres humains ne vont pas être dans 10, 15 ans remplacés, et peut-être tant mieux, par des robots qui feront les sales métiers, les sales besognes. Mais cette peur quelque part, parce qu'il y a une peur quand même, si la nuit disparaît, c'est peut-être que l'humanité disparaît, c'est peut-être que les instincts disparaissent, c'est que peut-être le sacré disparaît, enfin tout ce qui relie le vieux monde au monde de demain qu'on ne connaît pas. Donc on ne sait absolument pas si demain sera cela, parce que c'est vrai que s'il y a 40 ans on imaginait qu'il y avait des voitures volantes, on a aujourd'hui des trottinettes électriques, donc on s'est quand même planté sur beaucoup de choses. Donc c'est pas dit non plus qu'on va vers ce monde-là, mais Laurent Godet, est-ce que vous avez une crainte d'un monde où on désacralise, où on enlève ce côté très organique? Et alors là, je reviens aussi à une petite question. Pour quelle raison Gabor doit user ses mains, les plonger dans le sang et tuer? Est-ce qu'on redevient animal quand on touche la vérité? Est-ce que la seule vérité, c'est de redevenir animal? Parce qu'en fin de compte, il règle le compte de cette ministre d'une façon quand même très préhistorique. Alors, j'essaie de reprendre... Moi, j'aime beaucoup le fait que apparaisse le mot sacré dans votre bouche, parce que je pense que c'est un des points fondamentaux. Les sociétés qui font de la place à la nuit, qui l'honorent, qui la respectent, sont des sociétés qui savent encore, et je dis ça sans passéisme, mais pour lequel la part du sacré est importante. Et je crois que c'est inversement, nos sociétés modernes, consommatrices, agitées, nerveuses et dans la vitesse, sont des sociétés qui savent de moins en moins quoi faire du sacré, où le mettre, comment le réactualiser. Et il y a un lien pour moi entre la nuit et le sacré, c'est-à-dire le sacré, c'est aussi finalement accepter ce qu'on ne comprend pas, ce qui ne nous appartient pas, et ce qui pourtant doit être honoré, ou en tout cas si ce n'est pas honoré, doit avoir une place. On est dans des sociétés quand même où quand il n'y a pas d'utilité immédiate, la place est de plus en plus difficile. On se dit, si c'est pas utile, on va le dégager un peu. Essentiel. Voilà, essentiel. Ou rentable. Ou rentable. Donc oui, la question du sacré, elle est fondamentale. Et la pièce essaye d'explorer ça. C'est-à-dire que, juste pour que ce soit clair, on a dit que c'est une légère anticipation dans un monde qui se serait affranchi de la nuit, pas de la nuit au sens, il fait toujours nuit dans ce monde-là. Du sommeil. Il y a toujours une alternance du jour et de la nuit, de la lumière et de l'obscurité. Mais les hommes n'ont plus besoin de dormir, pas plus de 45 minutes. Et donc ils ne rêvent plus. Parce que le sacré, effectivement, il y a dans le spectacle et dans la pièce, pour nourrir l'écriture du spectacle, on est aussi allé on ne doit pas dire la Laponie, c'est un terme péjoratif, mais sur des terres samis, qui sont où vit le peuple sami, qui est un peuple premier du nord de l'Europe. Donc en Europe, on a aussi des peuples premiers, en fait. On le sait peu, mais c'est le cas. Et eux, en rapport au rêve et à la nuit, totalement différents de nous. D'ailleurs, ils ne comprenaient pas le pitch du spectacle, parce que quand on leur dit... Enfin, je veux dire, ils ne pouvaient pas être cohérents pour eux quand on leur disait « Si, c'est une pilule qui permet de dormir 45 minutes ». Et alors, ils nous répondaient, mais vous faites quoi alors, si vous dormez 45 minutes ? On a du temps pour tout faire. Oui, mais vous faites quoi ?
Alors on essayait de leur répondre, mais on ne se comprenait pas, il y avait un clivage là, culturel. Et en fait, on a compris plus tard, ils nous ont expliqué que pour eux, quand on dort, l'esprit... Alors ils ne pensent pas forcément que l'esprit part comme un petit oiseau et revient, mais ça a la fonction de dicter ce qu'on fait la journée. Et donc pour eux, si on ne dort pas, ben, on ne sait pas quoi faire, finalement. Personne ne m'a conseillé ce que j'allais lire et comment j'allais passer mon temps si la nuit ne m'a pas conseillé. Et donc c'est ce sacré-là. Et parce que on dit qu'il y a 46 pays qui ont accepté le protocole de la nuit fragmentée. 54. 54, c'est ça, merci. C'était un piège, je pense, si vous avez bien. 54, voilà, merci. Il va falloir que je relise mon texte. Non, mais c'est pas dans mon texte, avant ce soir. Non, mais en fait, on peut aussi se demander, derrière ça, que pensent tous les autres, comment tous les autres pays regardent ces 54-là. Mais revenons à la question sur la violence. Dans la première scène de la dernière nuit du monde, il a ses mains dans le sang. Est-ce que le sang lave le sacré? Est-ce qu'on peut, parce qu'on touche le sang, tout régler? Est-ce que c'est sa façon à lui de revenir à l'animal, à ce que nous étions, à quelque chose d'innocent, de pur? Alors, je n'essaie pas, je ne crois pas faire, et j'espère que ça ne peut pas s'entendre comme ça, dans la pièce, l'éloge du meurtre final. C'est pas cette idée-là, c'est l'idée que dans sa logique de personnage à lui, Gabor aboutit à ce meurtre. Comme ce serait le cas dans une tragédie. C'est dit au tout début, hein, c'est pas un spoiler. Oui, dès la première scène, il dit j'ai tué. Donc, voilà. Effectivement, j'ai envie d'accompagner ce personnage jusqu'à là, parce que je pense que c'est là où le mène sa trajectoire d'abord d'y avoir tellement cru, ensuite de dysfonctionner, et donc probablement de laisser monter une colère vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de cette femme avec laquelle il a travaillé, et puis qui aboutit effectivement à un geste, ça pourrait être une colère simple, simplement il ne veut plus lui parler, ça va effectivement jusqu'au meurtre. Alors ça, c'est parce que il y a dans la pièce comme ça des petits moments où je pose cette question-là du rapport entre le meurtre et le sang. En fait, ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils tuent la nuit. Et ils le disent, ils le font pour des raisons auxquelles ils croient. Et la nuit ne saignera pas, mais ils vont quand même la tuer. Et je pense que très souvent, dans notre histoire commune d'humanité moderne, on tue des choses. Simplement, comme elles ne saignent pas, on en éprouve un peu moins de culpabilité. Et même parfois on s'en aperçoit même pas. Si ça saignait à chaque fois, ça serait sûrement plus difficile, mais quand un torrent se tarit, quand un glacier fond, ça ne saigne pas, et donc du coup ça passe, en tout cas un certain temps. Là, je voulais que justement il arrive, parce qu'il a fait ça, parce qu'il a été ce visage-là de celui qui tue sans y penser, sans méchanceté même, au contraire par conviction, par utopie. À un moment donné, il va devoir, lui, se retourner sur, j'allais dire, un vrai meurtre. Et encore une fois, c'est pas pour faire la promotion de ce moment où il tue cette femme, c'est simplement que là, il va y avoir du sang. Parce qu'à un moment donné, il y a du sang dans cette histoire. Il y a même du sang dès le début. On a tué la nuit et la nuit saigne. La nuit se venge? Et la nuit se venge, absolument. Oui. Oui. Donc il y a un châtiment qui nous attend, quelque part, un jour. Très vite peut-être, hein, voyant la vitesse à laquelle justement on dématérialise. Oui, moi, je le crois. Si on utilise le mot châtiment, on est d'emblée dans un champ lexical de la punition divine. Si vous utilisez le mot moins joli de retour de bâton, ça peut être une espèce de logique plus conséquence et cause directe. Enfin voilà, donc je pense que tout ce qui commence à se mettre en place comme hypothèse d'explication de la crise du Covid montre que c'est quand même probablement lié à l'activité de l'homme et au fait qu'il va dans des endroits du monde où il ne devrait pas aller, qu'il déforeste ou qu'il manipule des choses qu'il ne devrait manipuler avec plus de précaution. Donc oui, le fait que tout d'un coup quelque chose produit immédiatement un effet qui nous revient, oui, alors après, à chacun de décider s'il appelle ça le châtiment ou d'autres mots qui portent peut-être moins de... Dans la dernière nuit du monde, il y a une scène finale où bizarrement, les animaux partent tous vers le nord. Pas pourquoi le nord, peut-être parce qu'il y fait plus frais. Parce qu'il y a le peuple sami et qu'il y a aussi, une sorte de... Voilà, ouais. Et loup était parti aussi. Est-ce que c'est une façon de revenir à ce que nous sommes de plus noble, peut-être des animaux, partir vers ce que nous étions, retrouver nos valeurs, mais peut-être nos valeurs qu'on n'a peut-être même pas conscience d'avoir, la valeur de l'animal, la valeur de l'instinct. Moi, je réponds, puis après je te laisse. Ouais, je t'en prie. J'aime bien cette idée-là que
on a toujours l'impression, et pour une part c'est vrai, qu'on est des êtres vivants de la planète, ceux qui ont poussé le plus loin la capacité d'anticipation, de perception des choses, de compréhension de notre monde. Et en même temps, je me souviens d'une expérience que j'ai vécue, moi, à un moment donné, une secousse sismique très mesurée dans un pays européen. J'étais en Italie, il y a eu une petite secousse sismique que j'ai ressentie. Bon, voilà, ça arrive. Mais 1 minute avant, il y a eu un balai dans le ciel des oiseaux, une sorte d'agitation absolument étrange, suffisamment marquante pour qu'on s'arrête et qu'on se dise mais qu'est-ce qui se passe? Et juste après est arrivé, au moment où on se formulait la question, est arrivée la secousse sismique. J'ai toujours gardé en tête cette chose-là, c'est-à-dire que le monde animal, là, tout d'un coup, il l'a su avant nous, parce que voilà, il a d'autres yeux que nous. Le monde animal, c'est peut-être notre corps. Notre corps parfois nous parle aussi et notre cerveau ne l'entend pas. Est-ce que ça peut être ça, mais je crois aussi que c'est le monde animal, c'est-à-dire c'est le monde qui n'est pas nous, ni avec notre corps, ni avec notre esprit, qui a d'autres manières de percevoir ce qui l'entoure. Et donc, végétal, le monde du vivant, en fait, parce que le spectacle pose la question d'une partie des humains qui touche à la nuit. La nuit qui est aussi un principe régulateur de tout, et pas seulement que de nos émotions, de nos rêves, non, aussi du monde animal. C'est peut-être un moment où l'humain doit disparaître aussi, pour laisser la place à autre chose. Et cette façon de se penser au centre d'un monde, cet humanocentrisme, c'est ce retour de bâton qu'on voit dans la pièce, avec ces animaux qui partent vers le nord. C'est très poétique et en même temps, c'est assez logique. Il y a beaucoup de poésie dans cette pièce. C'est compliqué pour l'acteur qui doit interpréter ça, parce qu'il passe vraiment dans plusieurs styles, et parfois d'une phrase à l'autre. C'est très 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 plaisant à jouer au niveau du texte, parce que d'abord on goûte évidemment les mots, le texte, ce qui n'est pas le cas forcément dans mes spectacles d'habitude, où le texte est là vraiment quand on en a besoin, et encore parfois il n'y a pas de texte, c'est les acteurs qui savent qu'ils doivent demander un truc là-bas. Voilà. Ici, j'ai travaillé avec un auteur, donc forcément ça a pris une position prédominante, et on sait très bien que le public vient aussi pour écouter le texte de Laurent Godet. Et donc il y a beaucoup de plaisir à aller goûter ces choses, mais surtout à jouer avec les différents degrés de narration, quoi. Parfois on est dans le dialogue direct avec Lou, mais on a aussi changé d'époque, donc forcément l'acteur suit ça. Et puis alors c'est quelqu'un qui invente des slogans, Gabor, puisque pour la petite histoire c'est quelqu'un qui est chargé de la communication, de la promotion de toute cette pilule, et donc c'est une autre façon de faire de la poésie, d'inventer des slogans. C'était l'emballeur du concept. Tu peux te reconvertir d'ailleurs si jamais il y a un souci un jour dans la publicité, parce qu'il y a une autre forme poétique. Mais alors, dernière question, est-ce que d'abord ces pilules existent aussi, les gamins qui ne veulent pas dormir et danser de nuit prennent des pilules pour pas dormir, sauf que ça dure 2 jours, et puis voilà. Mais est-ce que si cette pilule existait, on ne serait pas tous tentés d'en utiliser? Nous deux, on la prendrait, on en a déjà parlé 1000 fois. On en a parlé, nous on la prend, c'est terrible. Hein, mais... Non, mais c'est ça, parce que la pilule qui fait que... Bon, après, on connaît les effets secondaires, parce que vous en parlez, les yeux qui piquent, qui brûlent, le fait qu'évidemment, le corps n'est pas fait pour rester 23 heures en éveil. Je pense qu'on aurait tous une bonne excuse de la prendre. Par exemple, nous, mais vous devriez faire un test dans la salle pour voir combien de personnes prendraient cette pilule. Si à la fin du spectacle, vous distribuez la pilule, combien de gens vont la prendre en disant, elle fonctionne, allez-y, c'est... On pourrait poser la question ce soir, il y en a après spectacle, mais les gens en parlent beaucoup après. Parce que la question reste en suspens. Ouais, mais quand même, j'ai même entendu à Avignon quelqu'un dire oui, mais à mon avis, il ne faut pas la prendre n'importe comment non plus, quoi. Donc, ça veut dire quoi, alors, vous la prenez, oui, vous la prenez. Ouais, parce que moi, j'aurais l'excuse de me dire, non, attends, moi je fais du théâtre engagé, je pourrais écrire plus d'histoires, et donc je pourrais militer contre la pilule. Contre la pilule. Laurent, plus de prix, plus de bouquins. Plus de livres, voilà, c'est ça. Non, mais pour quelqu'un qui a de l'appétit, parce que vous mettez d'ailleurs, pour Fabrice, qui a un appétit de théâtre, mais pas que de théâtre, on a malheureusement parfois tellement d'appétit qu'on veut brûler la vie par les 2 bouts. Donc cette pilule, elle serait géniale pour des tas d'artistes. Non. Mais bien sûr, mais je pense que moi c'est ça qui m'intéresse. Si on avait pris ce thème-là et qu'on pouvait l'agiter devant les yeux des spectateurs du bout des doigts en disant
cela ne nous concerne pas, on serait dans une position de donneur de leçons qui ne m'intéresse pas du tout. Ce Gabor, il m'intéresse parce que, évidemment que la tentation, elle est en nous. C'est la tentation que chacun d'entre nous a entre sa position morale, politique, éthique, de dire non, ça va trop vite, il faut ralentir, non, je suis contre Amazon, je préfère les librairies, et en même temps, notre position un peu plus lâche de consommateur qui dit bon, allez, je suis contre Amazon, mais on est dimanche, il est 2h du matin, si je clique, je l'ai peut-être demain. Évidemment, c'est un combat permanent. Moi, je ne fais des rencontres comme aujourd'hui que dans des librairies indépendantes. C'est ma manière à moi de marquer la ligne. Mais ce serait simpliste et vous et avez pas très commandé honnête. sur Amazon à 2h du mat, comme tout le monde. Ça m'est arrivé dans ma vie, oui. Mais après, où est-ce que je fais des rencontres vers qui je vais dans ma vie, là, il y a un positionnement. Mais juste pour dire ça, la question de la pilule, est-ce qu'on la prend ou est-ce qu'on la prend pas, ça m'intéresse parce que ce serait une tentation, évidemment. Et que du coup, le débat que j'essaye de faire, qui anime Gabor, est un débat qui m'intéresse, qui m'animerait. Parce que Gabor, c'est un chouette gars. Il est oui, honnête, Gabor. Le projet, c'est vraiment abolir le chômage. Parce que lui, il le fait pour de bonnes raisons. Oui, il le fait pour... Si on a 23 heures à remplir, alors il faut doubler tous les postes. Donc tout le monde aura du boulot. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. L'idée, au départ, elle naît d'une bonne intention, comme souvent. Comme très souvent. D'ailleurs, je trouve que c'est un tour de force de Laurent, parce que quand il m'a raconté qu'on écrirait ça et qu'il allait réussir à le coucher sur papier, j'y croyais pas trop. De se dire, établir un vrai projet politique. Et à cette scène de Adjal Habib et Vania van der Rohe qui est vraiment un vrai projet politique. Et en plus, on l'a tourné dans le studio, donc on y croit et on se dit, mais en fait, ouais. Et ça participe beaucoup du fait de rentrer dans le spectacle, je trouve. D'accord, bien, un spectacle qui est parti sur les routes maintenant. Il reviendra au mois de mai au Théâtre National. Alors en Belgique, on peut le voir aussi à La Louvière, à Namur, à Bruges, à Anvers. Il est passé à Mons et Liège déjà. Il ne faut pas que j'en oublie, il ne faut pas que j'énumère comme ça. Il y a sûrement un site internet sur lequel on peut aller voir la dernière nuit du monde. Ce qui est chouette avec les dystopies, c'est qu'à la fois, j'adore, et depuis que je suis petit, j'adore ça, la question de la dystopie. Mon film préféré, c'est Children of Men, vous savez, ce film où tout à coup les femmes n'accouchent plus et donc l'enfant le plus vieux du monde, le plus jeune du monde à 18 ans, et il disparaît. Je trouve que c'est un postulat formidable parce que oui, effectivement, c'est effrayant, mais c'est aussi ce qui peut ne pas nous arriver. Et ça, j'adore dans la dystopie, c'est qu'on dessine un monde qu'on peut éviter encore. D'accord. Inch'Allah. Fabrice Murgia, merci. Laurent Godet, merci. Merci Michel. À bientôt. Merci.